Tout le monde aussi veut réussir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi je ne peux pas réussir. Alors les deux ou les trois livres qui m'ont le plus marqué, je vais parler ici de Tony Robbins, où il parle de l'art de la maîtrise de l'argent. En 2008, je vendais des journaux à Dakar, ici dans le Carrefour et tout. Ce qui m'a rebellé et révolté, je voyais tout les samedis, surtout le week-end, les parents qui passent avec leur belle voiture. Bizarrement, quand même, j'ai des amis qui disent que non, l'argent ne fait pas de bonheur, patati patata. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir. Avec des enfants à l'intérieur, des enfants. Ils vont garer à côté, ils vont acheter un journal. Je n'ai pas jaloux de ces enfants. Mais je me suis redonné contre moi, je me suis dit que moi, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais monté dans une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais. Je ne dis même pas mon père. Alors, mon frère, tu n'es pas l'argent, c'est toi qui ris comme ça, souris. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu n'es pas l'argent, tu dors comme quelqu'un qui est en compétition avec les morts. Mon frère, réveille-toi. Dans cette vidéo, on va essayer de vous réveiller et de vous montrer le chemin qu'il faut prendre pour atteindre l'indépendance financière. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Tout le monde aussi veut réussir. Hein. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit que moi je ne peux pas réussir. Bizarrement, quand même, j'ai des amis qui disent que non, l'argent ne fait pas de bonheur, patati patata. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir. Comme disait dans ce livre M.J. de Marco, l'autoroute du millionnaire, la voie qu'il faut prendre pour atteindre le succès. On va essayer de voir, hein, avec beaucoup de modestie, de vous donner le chemin dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Hein? Est-ce que notre système éducatif est adéquat? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est la seule et unique chose qu'il faut faire pour faire 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 dollars par mois? Hier, il m'a dit qu'il faut qu'on arrête de calculer l'argent en francs CFA. Pourquoi tu as dit ça même? C'est normal, puisque tu vois, d'habitude, moi, avant, quand par exemple, je suivais les informations de mon pays, on dit ok, le gouvernement a financé pour 5 milliards de francs CFA, tel établissement, tel projet. Je dis que, parce que 5 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Mais quand je me convertis en dollars, je vois que non, c'est juste quelques millions de dollars. Mais quand même, je dis, arrêtez de me faire peur. Quand même. Tu vois, donc, au fur et à mesure que tu vas prendre par exemple 1000 dollars, tu vas représenter 650 000. Tu vois que 1000 dollars, 650 000. Et 1000 dollars, c'est rien. C'est rien. Donc, on vient chercher l'argent en dollars, tu vois. Donc, c'est pour cela qu'il y a dit cela. Parce qu'il y a des choses, il y a des services, par exemple, qu'on fait, ou bien qu'on prend chaque jour, on nous donne des francs, ça fait 5 000. Mais la bonne question, c'est 5 000 de quelle monnaie? 5 000 dollars ou 5 000 francs CFA? Donc, si tu le convertis comme ça, tu vas te vraiment. Et ça te donne un autre objectif, c'est-à-dire quand vous commencez à calculer les choses en dollars, moi j'étais à Dubaï, j'étais parti, on était ensemble, mais j'étais parti avec Achab visiter des appartements, des studios de 20 ans qu'il est en train de commercialiser. Et lorsqu'on discutait et tout ça, il m'a dit que c'est voilà, pour toi 300 000 dollars. Tu donnes 50% du capital, voilà, et le reste tu le payes sur 24 mois. Et le projet va durer 24 mois et Dubaï, ils sont très réguliers, voilà, rigoureux. Si on te dit 24 mois, souvent même c'est moins, 24 mois, 23, 24 mois, en tout cas on vous livre. Quand je prends le truc en 300 000 dollars, c'est rien. 300 000 dollars, tu donnes 150 000 balles et ensuite les 150 000 dollars qui restent, tu le donnes. Mais quand vous le convertissez en francs CFA, tu te rends compte que c'est de 200 millions. Et je me suis dit que non, il faut qu'on change nos objectifs. Donc dans cette vidéo, on va dire que voilà, comment il s'appelle. Essayez de vous donner le plan d'action à suivre pour atteindre vos objectifs et d'arrêter d'être une personne limitée. On va commencer par qu'est-ce qui limite les gens au fait. Tu sais, tu vois, moi je dis souvent, quand on te dit il y a des gens, moi j'ai un ami qui gagne 200 000 francs CFA par jour. Parce que tu vois, on revient sur le franc CFA. Le gars qui gagne 200 000 francs CFA par jour, on a fait une vidéo, il est venu dans l'une de mes conférences, et il a dit que voilà, après avoir rencontré Amadou Seck, il s'appelle Louise, crypto, les gens le connaissent sur internet même. Après avoir rencontré Amadou Seck, j'ai fait 2, 3, 6 mois, quelque chose comme ça. En tout cas, il a raconté sur l'histoire d'aujourd'hui, vous faites 200 000 francs CFA par jour. Et il y a des gens qui disent c'est faux. Et moi, je dis quelque chose, quand je discute avec quelqu'un, on parle, une fois mentionné le mot
C'est faux, je ne discute plus avec toi. Parce que moi, je me suis dit que quand on te dit telle personne gagne tant, la première chose à dire, c'est comment. Comment je peux faire pour arriver à ce niveau. Donc ça aussi, c'est le mindset qui permet aux gens d'être sur la bonne voie. Parce que 200 000 par jour, le mois, c'est combien? C'est rien. C'est 6 millions. 6 millions, c'est moins de 7 000 dollars. Moi, je connais des personnes, leurs dépenses mensuelles, quand tu prends, dépassent 7 000 dollars. On parlait de Emile Edith, on ne va même pas parler de Emile Edith, tu es là. Je pense que cette année, je pense qu'on a fait une vidéo récemment. Dans cette scène, tu as fait plus de 8-9 voyages. Tu étais à Johannesburg cette année, tu étais à Dubaï, tu étais à Bali, à Abidjan, à Dakar. Quand vous calculez uniquement vos dépenses, ça tourne autour de plus de 200 000 par jour. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens sont limités? Est-ce que c'est l'école d'abord? Non, je peux dire que l'école joue au fait une partie de réhabilitation de l'esprit d'une personne. Mais je pourrais dire aussi que la plus grande partie est jouée par l'entourage. C'est l'entourage. Exactement. Par exemple, prenons juste un cas de figure où, pour toi, gagner 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 300 dollars par jour, c'est absurde. Tu comprends? Mais quand tu vas te retrouver dans des entourages où eux, ils gagnent 200 000 par jour, qui est la normalité, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas être dans cet entourage-là, tu vas commencer aussi à d'abord croire que c'est possible. Ton cerveau va accepter la chose. Va accepter au fait la chose. Et en deuxième lieu, tu vas aussi te dire que, ok, maintenant comment le faire? Tu vas commencer par avoir un esprit critique. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu dis quelque chose avec un fusil, c'est faux. Rapidement, tu arrêtes la conversation. Oui, parce que la personne est limitée au fait. La personne est limitée en premier lieu, mais en second lieu aussi, la personne n'a pas l'esprit critique. L'esprit critique pour savoir, ok, est-ce que je peux aussi le faire? En deuxième lieu, comment ça se passe? Parce que la majeure partie quand tu vois voir que dans les différentes cultures, il y a certaines choses qu'on nous dit, voilà, on mange telle chose, voilà, faut pas manger par exemple de l'huile de palme. Ici, mais tu vas te rencontrer, ou bien tu vas aller dans d'autres pays, tu vas voir que l'huile de palme, c'est ce qu'eux consomment chaque jour et qu'eux ils sont en vie. Bon, si tu ne manges pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est toi, tu vas mourir. Tu vois, donc c'est l'entourage le fait qui va déterminer l'alimentation que tu vas exactement. Donc c'est pour cela la majeure partie, on dit toujours à toutes ces personnes qui sont de pouvoir changer, sortir de leur zone de confort, aller découvrir, apprendre de l'entourage d'autres cultures de certains pays. Si par exemple je suis chez moi au centre, ou bien ici au sud, je vais au nord voir comment eux ils mangent, comment ils font les affaires, comment eux aussi ils se comportent. Donc d'abord changer l'entourage, dès que tu changes l'entourage, ça m'amène à une autre question, c'est-à-dire que ce que tu dis, l'entourage c'est hyper important. Qu'est-ce que tu tires comme leçon sur tes voyages, sur tes déplacements? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu apprends au fait sur les différents voyages? Tout à l'heure on discutait, tu me dis que je veux parler, je ne sais pas combien de langues africaines. Tu vas parler de Swahili. Swahili, tu vois que c'est l'une des langues les plus parlées en Afrique. Bon. Par exemple, du côté des langues, comme je te disais, oui, actuellement, je veux apprendre plusieurs langues, au moins minimum de Swahili, l'Amérique, la langue qui est le plus utilisée aussi en Éthiopie, tout ça, ces genres de langues-là, que ce soit le Bambara aussi, et le Moré, voilà ça, juste qu'on comprenne un peu tout ce qui va. Moi, j'ai le Wolof, même tu vois. Par exemple, je prends juste le cas de figure où je veux monter une boîte ici, bon, je prends le cas de figure, je veux monter une boîte, par exemple, à Addis Abeba. La première des choses qui va être un handicap pour moi, ce serait quoi? La langue. Même si je m'exprime très bien en anglais. La première des choses, ça veut dire que quoi? Si j'arrive à mieux maîtriser même le peu d'Amérique, je pourrais être en communication plus simple avec les habitants de là. Tu vois? Alors que pour pouvoir apprendre l'Amérique, il faudrait se déplacer d'abord, aller vers ces personnes-là qui parlent l'Amérique pour que tu puisses rapidement apprendre aussi l'Amérique. Donc, beaucoup de différents voyages, par exemple, ce que moi je tiens, c'est que ce que toi tu penses qui n'est pas réalisable pour toi, ce que tu penses que c'est pas la normalité, c'est-à-dire par exemple acheter une voiture à 20 ans ou acheter 2 voitures, rouler dans sa voiture de rêve à 20 ans, pour toi c'est extravagant. Dans certains pays, c'est la normalité. Ne pas acheter une voiture à 20 ans, c'est ça qui n'est pas normal. Voilà. Moi, je pense qu'au Rwanda, je me suis rendu compte à ça.
j'étais à l'université, donc à ma grande surprise, tout le monde vient avec voiture. Alors que par exemple, quand tu es dans cette équipe, pourtant par exemple, quand une personne conduit ou bien roule sa voiture de rêve, c'est que voilà, il doit faire telle chose qui n'est pas digne de nom. Tu vois, mais quand tu te retrouves dans cette équipe, je crois que pour eux c'est la normalité et puis ils ont fiers de ça. Donc toi aussi tu vas le faire, tu vas adopter et tu vas faire quelque chose de normal. Exactement. Tu vas commencer parce que oui c'est normal parce qu'on est dans la même tranche d'âge. Si eux ils le font, c'est que moi aussi je peux le faire. Ce qui m'a motivé à Dubaï le plus, c'est lorsque je suis parti visiter les appartements, les studios, les penthouse et tout. Je me suis rendu compte que ce sont des jeunes comme moi qui parlent de maison. Mon frère, c'est-à-dire que je vois, on me dit que voilà, tu sais, et on me parle souvent même des personnes que je ne connais pas physiquement, mais que je connais à travers les réseaux, qui sont les propriétaires de tel appartement ou telle maison. Moi, je me suis dit, mais je joue où? Moi, je joue sur quel terrain? Donc, je me permets de dire que moi et ces personnes-là, on joue dans le même terrain, mais les gens, ce qu'ils font, c'est-à-dire que ça permet de comprendre que, ah d'accord, il y a d'autres choses à faire et c'est normal de le faire, c'est hyper important. Là, on va revenir sur l'école. Comme disait Robert Kiyosaki, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, c'est Robert Kiyosaki qui dit que les faux professeurs, ce sont les professeurs qui apprennent les gens des choses qu'ils ne font jamais. Les gens même qui ne croient même pas à ce qu'il dit. Comme disait Coach Simon, tu vois des étudiants qui sont à l'université, qui font des concours. Donc ils ne croient même pas ce qu'ils sont en train d'apprendre. Parce que s'ils croyaient à ce qu'ils sont en train d'apprendre, pourquoi ils vont faire concours? Parce qu'ils font concours parce qu'ils ne croient pas de ce qu'ils sont en train d'apprendre, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont en train de le faire, mais ils passent concours d'abord. Ils passent concours, ils réussissent ce concours, ils passent encore une autre concours. Quand est-ce qu'ils vont écrire croire à quelque chose? C'est-à-dire que même les professeurs qui ont passé concours, qui ont réussi à s'insérer quelque part, passent encore concours pour aller dans les ONG et tout ça. Donc quand je comprends le livre pour les faux professeurs, dans le système éducatif, toi, quelle est ta lecture, ta perception de ce système éducatif? Moi, je dis souvent, pour taquiner, je suis candidat, si je deviens président de la République, la première chose que je vais faire, c'est de démolir ce système éducatif. Je vais utiliser le mot démolir. Mettre à zéro, quoi. Tout, hein, raser. Et refaire la chose. Amener des vrais professeurs qui vont enseigner les gens des choses qui vont nous permettre d'être. Est-ce que les Africains sont compétitifs aujourd'hui? On parle de l'intelligence artificielle. Toi, tu étais à Dubaï. Tu vois des robots qui amènent des petits déjeuners avec les assiettes. Donc aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT, on parle de Bard. Qu'est-ce que les Africains font? Et on dit qu'on a des scientifiques. Est-ce que ça, c'est un vrai école? Donc, ça pas des 4 murs. Comme ça, je pense que dans le système éducatif, comme l'a très bien souligné le livre aussi, a interpellé ici, par exemple, plusieurs fois, le coach Simon Hidrogo, qui a vraiment mis l'accent sur cela grâce au travail qu'il fait, vraiment. C'est que notre système éducatif n'est pas intéressant. On est d'accord. On prend ici le cas de figure d'une personne X qui va faire ses études normalement, par exemple, qui va avoir son bac à 16 ou bien à 17. En fait, la bonne question c'est quelle est l'expérience qu'il a accumulée pendant tout ce trajet. Ici, le plus important, ce n'est pas de dire que de ne pas aller à l'école, mais en allant à l'école, c'est à nous maintenant de pouvoir savoir quelles sont les compétences qui sont en train d'être développées et qui sont plus demandées sur le marché pour que nous commencions par quoi? Par pouvoir les apprendre. Je crois que c'est le cas de figure d'un jeune avec le travail Mohamed. Actuellement, il doit être le second. Mais il est très bien en tout ce qui est comme copywriting, montage de vidéos et il se fait déjà plus de 300 000 par mois avec son téléphone sur le téléphone. Il n'a pas encore le temps. Il se fait plus de 300 000 par mois avec son téléphone sur le téléphone. Mohamed, du ça c'est un cas de figure. Je pense que la semaine prochaine, il sera là. Exactement. Donc ça c'est juste un cas de figure. Est-ce qu'on voit? Maintenant le plus intéressant, quand toi tu continues les études, bien quand toi tu fais les études, la bonne question c'est de savoir actuellement le monde va où? Qu'est-ce que les gens consomment plus sur le marché? Qu'est-ce que, par exemple, je peux apporter comme valeur aux personnes? Avec par exemple les secteurs que je suis, les filières dans lesquelles je suis. Si par exemple je suis dans une école où on parle par exemple de mathématiques. Bon, la mathématique que je vais faire, avoir par exemple en 3 ans ma licence, en 4 ans et en 5 ans mon master, en 8 ans mon doctorat,
qu'est-ce que je pourrais appliquer sur le marché qui pourra, moi, en premier lieu, me permettre de vivre convenablement. En deuxième lieu, de laisser aussi mon expérience ou bien mes compétences sur le marché. Et en troisième, de créer quelque chose pour que ça puisse bénéficier à la société. Mais nous, notre système, au fait, ne nous offre pas à compte de tout ça. Voilà. Comme tu as dit tout à l'heure, la finalité c'est de devenir riche. Si tu es intelligent, non, c'est pas grave. Ça, c'est ton problème. Tu es intelligent et tu es pauvre et tu es content. Bravo, félicitations, mon frère. En fait, le but de la vie, c'est de devenir riche. Si tu es intelligent, c'est ton problème. Parce que là, ce qui à Dubaï, on ne demande pas des diplômes ni des attestations. On demande le blé. On n'a rien à foutre. Tu vois, c'est très intéressant. En fait, le but, ce n'est pas de que nous, on ne demande pas les diplômes qu'il y a, mais les bons diplômes. Je dis souvent, en fait, quand toi-même, tu vois, par exemple, ton bac, quand tu vois ta licence, quand tu vois ton master, est-ce que le master, là, quand on prend un jeune qui a aussi le même master, la même année, à Dubaï, à Washington, à New Delhi, est-ce que quand on prend vous trois ou bien vous quatre, est-ce que vous avez les mêmes diplômes? Vous avez tous les mêmes noms, master ou bien licence ou bien même doctorat. Mais est-ce que c'est les compétences qui font la même chose? Non, en fait, on doit se poser cette question-là, nous-mêmes. Moi, arrivé à un moment donné, je dis non, telle personne, je le respecte parce que c'est que non, ce qu'il a appris, je n'ai pas encore appris cela. Donc, je viens vers lui pour qu'il puisse m'apprendre. Comme Marc Zuckerberg qui crée Facebook en étant étudiant. Lui, il était étudiant, il crée ça. Maintenant, toi, ce qui a fini étudiant là, tu ne sais même pas que c'est créé comme disait, comme si mon écu qui fait tac tac. Tu vois, je te dis par exemple, quand tu es à Dubaï, quand tu vas par exemple dans des lycées professionnels, où tu vois des jeunes qui ont le bac, par exemple, je prends ici le cas de figure de la même tranche d'âge que j'ai par exemple 19 ans, 17 ans, 16 ans, quand lui te dit qu'il a le bac, tu sais que réellement lui son bac c'est le bac. Et moi, au fait, je range ce que j'ai comme diplôme, je pose. Si on me dit tu as appris, non. J'ai rien là, je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. J'ai rien. Parce que c'est mais il faudrait qu'on doit accepter. Non, le problème c'est quoi? On vit dans le monde évolutif, dans un monde qui évolue. Ouais. Et on est dans toujours un système éducatif stabilisé depuis 1960. En 1960, tous les outils qu'on utilisait pour vivre aujourd'hui, tous ces outils-là sont obsolètes. En 1960, il n'y avait pas ces micros-là. En 1960, il n'y avait pas ces téléphones-là. Même en 2000, il n'y avait pas ces téléphones-là. Même iPhone, qui a compris l'importance de se mettre à jour, chaque année, il y a une nouvelle version. 14, 15, 16, etc. Mais bizarrement, notre système, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien, c'est un système qui est là depuis 1960. Et bizarrement, pourquoi les gens continuent même à apprendre ça? Moi, ça m'étonne quoi. C'est-à-dire que ton grand frère qui a fait le bac, il finit le bac, toi-même tu sais que c'est même ce que ton grand frère a appris là, c'est la même chose que tu vas encore apprendre. Parce que tu vas même, quand tu regardes, moi je vois que les gens qui finissent le BFM, ils vont prendre leur cahier, leur donner à leur petit frère qui fait 4 pour l'année prochaine. Exactement. Tu vois, je ne sais pas si je me souviens très bien au cours de la vidéo sur Dubaï, je t'avais dit, bon, ce qui a fait que je me suis réveillé vite, c'est quand mon grand frère a eu sa licence, il continue en master. Il était au chômage. Et moi, je venais à peine d'avoir le bac. Je me suis dit, là, si vous continuez, ça va chauffer. Ça va chauffer. En fait, quand ça va chauffer, la seule personne qui va subir en public de ces mots, ne seront pas les parents. Non. Parce qu'ils vont dire, toi, fréquente, vas-y. Mais là, tu n'as pas l'oseille. Parce que quand tu vas finir d'avoir tous les diplômes, tu dis vraiment, maintenant, tu as fini, assieds-toi. Pour chercher du travail. Eux, ils vont partir. Mais toi, en fait, c'est toi qui seras le premier, en fait. Ouais. Tu vois. Donc, je pense qu'on est dans le système où, moi, je pense que personnellement, selon mon point de vue, on ne doit pas vouloir, par exemple, nos différentes autorités. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que chacun doit être rebelle à sa façon. Rebelle dedans. Je ne trouve pas, mon frère, les autorités n'ont rien fait. Oui, c'est ce que je dis. Les présidents là, de l'Afrique, ici, des Africains, leur rôle se doit créer un environnement propice pour le business, c'est de protéger la population, c'est-à-dire que contre le terrorisme et tout ça. Mais leur rôle, ce n'est pas de créer l'emploi. Leur rôle, ce n'est pas de donner de l'argent. Ça, c'est pas le rôle. C'est pour cela que je dis tout à l'heure que, en fait, le but, c'est que chacun puisse être rebelle à sa façon. Pour que quoi? Quand tu deviens un rebelle positif, dans quel sens? Quand tu
deviens rebelle et que tu commences par apprendre l'anglais. Tu deviens rebelle, tu commences par apprendre la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Tu deviens rebelle, tu commences par apprendre et comprendre tout ce qu'il y a comme marché boursier, que ce soit les ETF, les obligations, le marché de la crypto-monnaie, les volatilités, et puis tous ces marchés-là, tu commences par comprendre. L'économie mondiale, comment ça fonctionne. Le business, tu commences par comprendre le marketing, tout ce qui va avec. Là, tu deviens rebelle positif. C'est là quand, par exemple, toi, tu vois le système, tu te dis non, le système-là, je ne peux pas fonctionner de la manière dont le système le fait. Ça devient plus intéressant. Parce que la première personne à bénéficier, c'est pas moi. Je dis par exemple, je vais prendre le cas de figure. Je suis là au Sénégal, je suis en mon poste ici. Mais la première personne à bénéficier, c'est qui? C'est moi. Ça veut juste dire que quoi, si il y a quelques années à l'arrière, je n'étais pas rebelle contre moi-même d'abord, avant de devenir rebelle contre le système. Je serai là toujours sur le monde qu'on ne surveillera jamais. On va jamais se demander des... Voilà, mettre des CV, c'est pas tout. Mais la première personne quand je vois, certes, c'est ma maman ou bien mon papa, voilà tout ce qui va avec. Mais la première personne d'abord en bénéficie, c'est moi. Tu vois? Donc si tout le monde peut comprendre ce point, ce serait assez intéressant. Donc c'est exactement ce qu'il faut comprendre parce que le business, aujourd'hui, le monde qu'on est en train de vivre, il y a beaucoup de personnes, ce qui leur manque, c'est la connaissance. Ils sont tellement bons avec, voilà, je dirais, beaucoup de limitations, donc je ne peux pas me permettre de dire qu'ils sont ignorants. Mais il y a beaucoup de personnes qui manquent beaucoup de bonnes informations de comment le monde fonctionne. Et sur ce, moi, je comprends toujours une chose. Parce qu'on apprend tout, hein. Mais la question qu'il faut se poser, qui apprend ce qui est utile et ce qui sert à quelque chose. Tu peux apprendre à lire j'aime bien les historiens. Tu apprends à lire, nous raconter l'histoire de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, guerre froide, bon, Nagasaki, Hiroshima. Tu nous racontes toutes ces histoires, c'est bien, félicitations. Mais après avoir fini de raconter, tu es soif. Tu as envie même de boire de l'eau. Tu n'auras même pas de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que la question, ce n'est pas de dire que je suis plus intelligent. La question, ce n'est pas de dire que oui, moi je parle le français comme Macron ou je parle l'anglais comme Joe Biden. Non. La question, c'est de dire qu'est-ce que tu m'utilises de la même manière que tu parles le français qui te rapporte le blé. Le Dieu, c'est-à-dire que si tu n'as pas de l'argent là, ça ne sert pas à grand-chose. Et on nous a voilà, vraiment amadoué de nous dire d'apprendre des choses, oui, aller à l'école, suivre voilà, les consignes des maîtresses, de professeurs, qui a des arriérés à la maison. Non, c'est la vérité. Il y a des professeurs qui ont les courtiers sont derrière ces professeurs. Parce qu'il y a 2 ou 3 mois, ils n'ont pas payé le loyer. Et ces personnes-là, comment ils peuvent vous apprendre à sortir toi dans la pauvreté? Toi, tu es pauvre. Tu viens dans une famille, vraiment, tu veux changer les choses. Mais on t'amène chez quelqu'un qui doit t'apprendre des choses, qui va changer les choses. Mais cette personne-là doit des arriérés au bailleur. Lui-même, il n'applique pas. Tu vois, et le point le plus important dans cela, je dis souvent, c'est d'avoir les vrais professeurs. C'est d'avoir les vrais professeurs. Il y a beaucoup de faux professeurs. Exactement, énormément. Si par exemple, aujourd'hui, je prends juste le cas de figure où je veux monter une entreprise de transport. On est d'accord. Mon professeur doit aussi avoir une entreprise de transport. Juste le cas de figure. Parce que si je n'ai pas un professeur qui a une entreprise de transport, comment lui va me dire, ok, quelles sont les choses à comprendre au niveau de la comptabilité, comment ça se passe, au niveau de la trésorerie, comment ça se passe, au niveau de la fiscalité, comment est-ce que ça se passe? Je te dis comment les faux professeurs fonctionnent maintenant. Quand tu as eu la personne d'avoir un faux professeur, voici qu'est-ce qu'il va faire. Il va aller sur Google, il va taper, prendre 3 ou 4 faux phrases, il va faire un PowerPoint et il va venir pour te dire que non, amortissement, taux d'entrée, de sortie. Hein, il ne connaît même pas ce qu'il est en train de raconter. Le cadre fiscal. Oui, là tu payes impôt, recherchez votre RSI. Si vous partez aux États-Unis ou dans les pays développés où il y a des vrais professeurs, c'est les Mark Zuckerberg, c'est les Bill Gates, c'est les Jack Ma qui sont devenus professeurs. Jack Ma, j'ai regardé l'une de ses interviews, il a dit que lui, il a postulé à Harvard, il était rejeté. Oui. Il a postulé sur plusieurs entreprises. Même le concours
le plus facile de se payer lui la procédure. Il a raté. Donc, mais il dit qu'aujourd'hui, il est devenu professeur à Harvard. Parce qu'à Harvard, ils ont compris une chose. Même s'il y a des faux professeurs, on a besoin des vrais professeurs. Ils vont compléter ce manquement. Et les vrais professeurs, ce sont des personnes qui vont vous dire ce qu'ils font. Et ceux qui réussissent au fait. Parce que si tu ne réussis pas dans ta vie, tu ne pourras pas partager la stratégie qui te permet de réussir. Des gens qui n'ont pas réussi dans quelque chose, qui vont apprendre les gens à C'est comme quelqu'un par exemple qui a passé toute sa vie, je suis désolé du nom, qui a passé toute sa vie, a gagné par exemple en 50 ans, il a pu accumuler maximum 5 millions. Avec cette personne-là, il pourra essayer d'apprendre ce que lui il a eu comme expérience, bien ce qu'il a eu à faire pour pouvoir gagner ces 5 millions. Donc si toi tu veux faire les business à hauteur de 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, si tu l'écoutes, non, tu sais ce qui va t'arriver. Non, moi je dis souvent, peu importe le respect que tu as envers ton père, je ne dis même pas au professeur, peu importe le respect que tu as, non, je suis sérieux, peu importe le respect, écoute-moi bien, peu importe le respect que tu as envers ton père, si ton père n'a jamais fait ce que vous voulez faire, ce n'est pas l'homme qu'il faut écouter pour faire ce que vous voulez faire. Si ton père n'a jamais lancé un business, si ton père n'a jamais entrepris, si ton père était fonctionnaire, ton père n'a jamais entrepris, n'a jamais échoué, n'a jamais perdu ici, n'a jamais gagné ici, et tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, si vous écoutez votre père, vous allez échouer. Moi, je ne vous dis pas même c'est ton problème, tu ne vas jamais sortir. Ton père, tu peux le respecter, et en ce moment-là, ce que tu dois faire, c'est de demander la bénédiction de ton père. Il n'a qu'à prier pour toi. Mais allez voir quelqu'un qui a déjà réussi dans ce game, et à partir de là, cette personne, c'est votre homme. Et sur ce, on va parler un peu du business, du trading. Comment vous voyez le marché aujourd'hui? On parle d'aujourd'hui tous les grandes multinationales qui ne se sont jamais intéressées au trading, au Bitcoin. En 2019-2020, BlackRock, avec le président, disait que Bitcoin c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, toutes ces entreprises tournent vers la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est différent d'entreprises américaines, que ce soit par exemple BlackRock et la majeure partie qui font par exemple dans la gestion de fonds. Ouais, d'accord. C'est différent d'entreprises, eux leur stratégie est vraiment simple. Ce sont des personnes qui sont quittes. Ouais, d'accord. Donc le but pour eux c'est de manipuler l'information. Donc on fait à ce que on dit au fait à la masse. Par exemple, je prends le cas de la pomme là. La pomme là, ne la mangez pas. Ne la mangez pas. Si tu te souviens par exemple l'histoire là qui était à l'exemple. Je ne vais pas prononcer le nom pour que la vidéo puisse être censurée. L'histoire là, je sais que vous êtes très intelligent et que vous comprenez ceci. Qu'est-ce qu'on a dit? De ne pas sortir, ou bien de ne pas faire telle chose. Donc, on vous dit obligatoirement pour nous protéger, on doit porter ceci. Mais les personnes qui détenaient le monopole de ces marchés-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Milliardaires, directement. Milliardaires. Donc on vous fait croire au premier niveau que ceci, l'être humain ne doit pas manger. Voilà, vous ne mangez pas. Si toi tu as par exemple 2 hectares, tu cultives ceci, on dit non, c'est pas bon. Et au même niveau, après quelques temps, la soirée, on vient dire que voilà, comme c'est pas bon, personne ne va l'acheter, tu sais, nous on va tout acheter. Et ils vont l'acheter, ils vont le mettre en conservation. Maintenant, après, ils vont dire que vraiment, c'était des expériences ratées. On a bien voilà, maintenant, c'est bon, vous pouvez commencer. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est eux qui l'avaient acheté au grand maxi, parce que le prix était encore plus bas. C'est eux qui vont le vendre sur le marché, n'est-ce pas? Donc, ils vont faire des profits assez énormes. Ça, c'est la manipulation de l'information avec les entreprises. Et le monde a toujours fonctionné de cette façon. C'est pourquoi c'est hyper important aujourd'hui sur le trading. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut les gens qui ne gagnent pas de l'argent sur le marché, parce que c'est des gens qui peuvent expliquer comment gagner de l'argent sur le marché. Et comment détecter, comment comprendre? Je ne dirais pas, il y a beaucoup de faux et vrais professeurs sur le trading. Comment les gens peuvent faire pour connaître les vrais professeurs du trading et les faux professeurs du trading? Alors, pour ça, par exemple, connaître les vrais professeurs du trading Et les faux professeurs du trading, je voulais dire juste en quelques mots, voyez juste le niveau de vie de la personne. Parce que si tu, par exemple, tu dis, ok, moi je suis trader, je gagne $1000. Par
D'accord, 1000 $ par mois. Par mois, c'est trop. Mais d'accord, je peux dire que moi, je gagne par exemple 1000 $ par mois. D'accord. Ça, c'est ce que tu dis à ton public. Mais qu'on ne te voit pas toi-même en train de suivre une formation. On ne te voit pas toi-même en train de pouvoir former d'autres personnes. On ne voit pas les résultats au premier lieu de tes étudiants, ou bien les personnes qui sont autour de toi n'ont pas un certain niveau de vie, toi-même tu ne voyages pas. Bon, c'est que c'est un faux traitant. C'est un faux professeur. C'est un faux traitant d'abord. Tu vois, parce que bon, moi je suis désolé de dire ici, j'ai eu des professeurs qui ne m'ont jamais enseigné. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. J'ai eu des enseignants qui ne m'ont jamais enseigné. C'est-à-dire, l'enseignant, quand tu le vois marcher, sa démarche même te dit quelque chose. Il faut le suivre. Donc, si par exemple, tu ne vas pas l'écouter, c'est ton problème en fait. C'est comme là, une fois, dit le Simon, il y a des professeurs, lui, juste le fait de te dire bonjour, ça suffit. C'est bon. Il y a pas mal de voitures que les gens roulent ici, des Rolls-Royce, ici à Dakar, 2023, 2023, 2022. Il y a pas mal de Range Rover 2023, nouvelle édition, que les gens roulent ici à Dakar. Si par exemple tu es un professeur, bien tu es un enseignant au cours primaire, et que tu arrives avec ce genre de voiture, même sans dire bonjour à tes élèves, tu les as déjà salués. Et ce que tu viens de faire là, même je peux dire que la majeure partie vont vouloir aussi devenir comme toi. Donc ça en fait c'est suivre quoi. Exactement. Je pense que c'est ce qu'on peut dire. Moi j'aime bien ce gars-là. Je l'ai bien suivi, bien écouté. Voilà. Il m'a enseigné beaucoup et il ne m'a jamais enseigné. Donc exactement, il t'a beaucoup appris. À travers ses livres, il suffit juste de voir sa vie. Exactement. Et tu connais que moi je veux avoir la vie. Prenons juste par exemple le cas de figure de Donald Trump. Quand tu prends Donald Trump, le gars il a ses Boeing, ils ne sont plus dans l'histoire de jet privé. Des avions tout complets en son nom, des immeubles au sein de Washington DC en son nom. Bon, ça déjà c'est un enseignement. Parce que si tu es un professeur qui a ce genre de trucs, qui réussit à un certain niveau, qui peut mobiliser par exemple 10 000 personnes, 100 000 personnes, 200 000 personnes pour partager les stratégies qui lui permettent de réussir dans sa vie. Faut voir comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, il faut voir. Obligatoirement, mais si par exemple ton professeur, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, a des aérés avec un bailleur que lui n'a jamais payé. 15 000 par mois Qui lui n'a jamais payé, il n'a jamais fait le BP ici. Tu vois que là c'est compliqué. Ouais. Là c'est compliqué. Parce que les gens qui ont des arriérés, ils doivent des arriérés, des gens qui n'ont pas allé à l'école. Maintenant, qu'est-ce que lui va t'apprendre? Si par exemple aujourd'hui je te parle de la crypto, moi personnellement je te parle de la crypto. C'est que moi, je ne suis pas là pour venir te motiver d'investir dans la crypto. Si par exemple, tu me suis juste 2-3 fois sur statut, si tu vas rester, si tu vas écouter, si tu vas apprendre la crypto, ce serait juste une décision qui serait intrinsèque venant de toi. Tu ne vas pas te forcer. Parce que là, je sais que juste en publiant une seule de mes photos, c'est comme juste faire 2 jours, bien 3 jours de cours dans des camps murs, en fait. Hein? Parce que normalement, il n'y a pas quelqu'un qui ne veut pas quitter à la point A pour aller point B. Moi, je me rappelle très bien. Comme tu as dit, hein, il faut se rebeller de temps en temps, mais se rebeller contre toi-même. Moi, en 2018, en 2007 d'abord, 2007-2008, je vendais des journaux à Dakar, ici dans le Carrefour et tout. Ce qui m'a rebellé et révolté, je voyais les samedis, surtout les week-ends, les parents qui passent avec leur belle voiture, avec des enfants à l'intérieur, leurs enfants. Ils vont garer à côté, ils vont acheter le journal. Les enfants disent, non papa, attends. Même ils n'ont pas besoin, mais ils vont crier pour leur papa acheter quelque chose et tout ça. Je n'ai pas jaloux de ces enfants. Mais je me suis rebellé contre moi, je me suis dit que moi, depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais monté dans une voiture qui appartient à quelqu'un que je connais. Je dis même pas mon père. Je n'ai jamais monté dans une voiture où je connais le proprio. Ça m'a révolté comme ça. Je me suis dit que je me suis fait une promesse moi-même. Mes enfants ne vont pas faire comme ça. C'est-à-dire que vivre dans un monde où ils vont sentir d'être en punition. C'est-à-dire que tu vis, mais tu es en punition en fait. Tu ne vis pas, tu ne manges pas bien à ta faim, tu entres pas dans une voiture que tu connais le proprio, tu t'habilles pas comme tu veux et tout ça. Et tu dis que tu es un être humain comme tout le monde en fait. Non, il y a humain sur humain. Hein.
vrais humains. Oui. Pourquoi appeler ça? Et là, je me suis dit que je vais tout faire. Ouais. Donc, demain, si j'ai des enfants, mes enfants vont monter dans la voiture de leur propre papa et le faire comme tous les enfants. Et c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte il y a beaucoup d'enfants qui vivent comme punition. Ce n'est pas Dieu qui leur punit comme ça, c'est leurs parents qui l'ont puni. Ouais. C'est des parents, c'est des faux parents qui n'ont pas d'ambition. Il y a des parents qui amènent des enfants ici sur terre sans avoir un objectif avec ces enfants. Il dit que non, j'amène des enfants, voilà, bizarre, c'est tout quoi. Dieu, voilà. Et comme tu as dit, en ligne de Mandor qui dit, il y a certaines maisons ou certaines familles, ils s'occupent mieux de leur téléphone portable que leurs enfants. Tu vois un parent, tu ne vas jamais voir un père de famille qui laisse son téléphone quelque part, que tu touches le téléphone sans on te dit pas, oui, c'est mon téléphone. Et de la manière où ces personnes surveillent leur téléphone, même s'ils sont partis quelque part, leur téléphone est vide. Ils viennent vous demander un chargeur. Quand tu mets le chargeur, toi, pour le charger leur téléphone, ils ne vont pas te faire confiance, ils vont rester à côté pour voir le téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont en train de surveiller le téléphone. Mais, de 8h à 18h, si vous leur demandez, oui, ton enfant, il dit, bon, ce matin, aujourd'hui, tu vois comment les gens fonctionnent. Et je me suis dit, moi, je ne vais pas faire ça. Je ne dirais pas que mes parents ont fait ça ou ils n'ont pas fait ça, je m'en fous, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est moi ce que je vais faire avec les enfants. C'est à partir de là, aujourd'hui, je l'ai dit très récemment, si aujourd'hui vous êtes un jeune, vous avez la tranche d'âge de la vingtaine, de la trentaine, bien même de la quarantaine, et que vous n'avez pas pitié de vous, et pitié de vos enfants, et achetez des crypto-monnaies qui ont de très bons secteurs d'activité pour eux, ça seulement est pitié de vous. Parce que là, actuellement, notre siècle, ça va très grandement leur être utile. C'est hyper important. Moi, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois mes enfants dans ma voiture, ce n'est pas le fait que de voir mes enfants dans ma voiture qui me fait plaisir, c'est de se rendre compte que j'ai respecté cette promesse qu'on m'a faite il y a quelques années. Et l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu difficile. Les gens, il n'y a personne qui fait quelque chose pour les futurs en fait. Les gens tous passent de leur intérêt. Si tu regardes aujourd'hui ce qui se passe au Niger, on a un ami commun qui est, voilà, on salue tous nos amis du Niger, on a les Nigériens, que ce soit Mohamed, Al-Habib, ils sont tous des Nigériens et tout. Regardez ce qui se passe au Niger. Le peuple est bizarre. Comment vous pouvez voir un peuple qui soutient les militaires et vous vous dites que vous allez attaquer ce pays-là? Est-ce que ce n'est pas encore maintenant le moment? Même les autorités, certaines autorités, pensent à la crypto-monnaie. Est-ce que vous savez qu'avec cet embargo de la CEDEAO, ils sont interdits les transactions financières, tout ça au Niger? Alors moi, j'ai passé un très bon séjour à Niamey avec certains amis. Et pour te dire vrai, par exemple, quand tu es un étranger à Niamey, que ce soit à l'accueil, tout ce qui va avec. Niamey, c'est un très bon pays. Mais du côté des transactions, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, ce qui fait que la crypto, je pense qu'actuellement, la crypto pour les Nigérians, ça donne une obligation. Ça donne une obligation. Parce que des fois, j'ai envie de faire des transactions vers Niamey avec certaines personnes avec lesquelles je travaille, bien que je sois aussi la famille, tout ce qui va avec. Mais tu vois que tu dois passer par Nita. Donc, sûrement que tu ne connais pas. Il y a Nita. Non, Nita, il y a Nita ici. Voilà, Nita, bien tout ce qui est avec nos pays, par exemple, que ce soit le Togo, le Sénégal, tout ce qui va avec. On n'a pas ça, on n'a pas ces trucs d'agences qui sont accessibles chez nous. Donc, nous, on est obligé de passer, par exemple, par d'autres moyens qui nous coûtent vraiment du temps. Parce que pour l'entrepreneur, la première des choses, c'est comment faire rentrer, faire sortir l'argent rapidement. Ça, ce sont les qualités d'un bon entrepreneur, rapidement. Donc, pour un Nigérien qui doute encore de la crypto, je pense que lui-même, c'est ce qu'il attend. Parce que imagine juste que tu vends un produit à quelqu'un à hauteur de 1 million, que la personne veut te payer, mais que les différents moyens de paiement dont ton pays dispose n'est pas adéquat. Tu fais comment? Non, même avec cette situation-là, moi je dis à tous les Nigériens, Nigériennes,
avec la situation que vous êtes en train de vivre, nous sommes tout cœur avec vous. Et on est contre toute agression contre le Niger. Parce que c'est un peuple souverain, c'est le peuple qui doit décider. Ce n'est pas ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni autant ou voilà, quelconque organisation qui doit venir attaquer, agresser le Niger. Donc on est de tout cœur avec vous. Voilà. Maintenant, je pense que ceux et celles qui connaissent la crypto, au Niger, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Moi, j'ai beaucoup de followers au Niger. Votre rôle, c'est de relayer ces messages-là. C'est-à-dire de faire de telle sorte que tout le monde comprenne que les gens qui sont aux États-Unis, en France, qui veulent vous envoyer de l'argent, peuvent le faire sans passer par les banques qui sont fermées. Parce que je pense que toutes les banques sont fermées, direction Niger. Il y a même, je me rappelle, à la ville m'avait dit, il y a, si par exemple, même dans ton compte en banque, tu as 10 millions, bien 20 millions de francs CFA, tu ne peux pas le tirer. Le plafond maxi qu'on te donne est de 200 000. C'est-à-dire, j'ai mon argent, je veux le tirer, donne-moi mon argent. La banque me dit qu'eux, ils sont en manque de liquidité, ils sont en cours de liquidité. Oui, parce qu'on a réduit de... voilà. Exactement. Donc, ce qui fait que pour une personne qui est à Niamey ou bien qui est au Niger de façon générale, la crypto-monnaie ne doit plus être une option, mais plutôt une obligation pour faciliter vraiment les échanges avec l'extérieur. Donc, sur ce, j'ai été vraiment un coup d'œil sur l'écosystème de la crypto, comment ça fonctionne, comment vous aussi vous puissiez vraiment en bénéficier. Et pour cela, d'habitude, très récemment même, je pense que je vais organiser une formation là-bas à Niamey. Parce que j'y étais encore, je vois que réellement, il y a de l'engouement. Il y a de l'engouement. Mais la seule chose qui me manque, c'est juste de l'information. Et là, ceux qui ont, en tout cas, le peu de personnes qui ont l'information, vous avez le devoir et l'obligation de le relayer, de partager. C'est pourquoi c'est d'ailleurs ceux qui sont au Niamey, partagez le maximum. Qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez prendre les vidéos qu'on a fait pour le partager dans les différents groupes. Je ne pense pas, est-ce que la connexion est stable là-bas aujourd'hui? On ne sait pas. Oui, parce que c'est les faux, on parle des fausses gouvernements, les fausses organisations là. C'est des Yahoo, je ne sais pas, l'Union africaine, qui parlent de conneries, voilà, de toutes ces subventions, ce qui n'est pas, selon moi, normal. Mais bon, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on tend en tout cas vers le revenu de 2024. On a beaucoup parlé de ça quand même. Mais ce n'est pas une excuse de ne pas encore parler de ça. Aujourd'hui, comme elle est pédagogique. Exactement. Si tu prends aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les grandes institutions américaines, ils viennent sur le marché avec beaucoup de liquidités. Aujourd'hui, disons que si JEC autorise cet ETF de BlackRock, combien de milliards que BlackRock peut mettre sur Bitcoin, on ne sait pas. Et en ce moment-là, il peut devenir le baleine du marché. Donc toutes les personnes, je peux même dire, le boulot de 2024 peut venir de BlackRock. Pour ceux qui connaissent BlackRock, ou leur objectif, c'est d'être le plus grand gestionnaire de fonds du monde. Ils ne sont aujourd'hui même en bourse ou bien dans le marché financier. Mais s'ils sont entrés dans le trading de la crypto-monnaie, ils vont essayer de vouloir être le leader du marché. Aujourd'hui, quand vous entrez sur le exchange de Binance qui te permet de voir pour les transactions ou bien les détenteurs de Bitcoin, le plus grand, je pense qu'il est à 18%, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, BlackRock, quand il rentre sur le marché, il va essayer de mettre de telle sorte qu'il va occuper 20 à 25%. Et à partir de là, je pense que le marché va commencer à partir de là. Donc, quelle est ta perception ou quelle attente ou bien comment vous vous préparez aujourd'hui le halving de 2024? Alors, le halving de 2024, il faudrait qu'on puisse comprendre que c'est un événement régulier de la crypto. Et cet événement amène beaucoup d'avantages pour ceux qui sont rentrés sur le marché le plus tôt. Moi, j'ai commencé par préparer mon bull market depuis le début de 2023. Ouais, je fais de l'accumulation sur pas mal de projets assez intéressants pour envie de trading. Donc, ce qui veut juste dire que je me suis donné comme objectif de prendre du jus. Comment vous partagez 3 cryptos ou 4 crypto-monnaies que vous devez acheter pour préparer votre boulot? Je me suis dit que je me vote en début de 2023
Je me donne 18 mois pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir commencer à me préparer. Pas quand le marché commence à être haussier. C'est pas à ce temps-là qu'il veut venir, non, acheter par exemple le Bitcoin à 50 000, 40 000 ou bien 60 000 dollars. Non. Donc je vais l'accumuler le plus tôt pour pouvoir le vendre plus intéressant. Donc l'attente ici, c'est de pouvoir partager cette information. Je dis, le halving aura lieu en mi-avril 2024. Donc déjà cette information, si vous avez cette information, je pense que vous pouvez quitter même cette vidéo. Le halving, c'est En mi-avril 2024. Donc déjà avec cette information, vous qui êtes passionné, vous qui vous intéressez normalement à l'écosystème de la crypto-monnaie, vous pouvez quitter cette vidéo. Parce que juste cette information peut vous permettre de faire grand chose, de changer le cours de votre vie. C'est complètement possible. Donc ce qui veut juste dire que actuellement, vous êtes dans l'obligation de commencer par vous préparer, par comprendre comment est-ce que je dois récupérer ou bien je dois chercher la liquidité sur un actif. Comment est-ce qu'un actif, un bon projet peut se comporter. Comment est-ce que, quand on liste un projet, comment savoir si l'équipe derrière le projet est assez porteur. S'il y a des hedge funds sur ce projet. Imaginez juste que tu es en train d'accumuler, tu accumules un projet cryptographique sur lequel par exemple il y a le gestionnaire de fonds, d'accord. Ou bien il y a le Binance Last Portfolio. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc ces stratégies-là, ce point qui sont intéressantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est là maintenant qu'il faudrait commencer par les apprendre. C'est pas quand par exemple les choses commencent par être intéressantes. Quand tout le monde commence à faire par exemple des 1000%, 2000% par exemple, 500% par exemple, donc tu viens, ok, comment est-ce qu'on échange une monnaie? Ça, ce sont des trucs que moi je fais plus personnellement. Comment montrer à une personne, comment faire une analyse technique sur le marché, comment faire une analyse pendant la marché. Je pense que ce sont des choses qui sont élémentaires. Donc, c'est à l'heure là que la personne doit être dans l'obligation de commencer par comprendre. Dès que ça commence, après le halving, on aura les différents marchés haussiers. On arrivera à les différentes phases des cycles des marchés haussiers. On aura par exemple le marché haussier du Bitcoin, après le marché haussier de l'Ethereum, après le marché haussier des altcoins, et là maintenant commence la fête des shitcoins. Donc quand tu ne comprends pas les différentes phases, c'est comme tu es là, tu dis tu investis dans la crypto-monnaie. Mais personnellement, j'ai une question que je pose d'habitude. Aujourd'hui, c'est que vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous investissez dans la crypto-monnaie. Sûrement, vous avez des portefeuilles par hauteur de $500, $1000, $5000, $10 000. Aujourd'hui, si on vous donne $1000, ou bien bon, $1000 c'est encore très peu, si on vous donne $10 000 pour des personnes qui ont $1000 investis sur les mêmes projets cryptographiques sur lesquels vous investissez, est-ce que vous allez augmenter votre investissement sur le même projet que vous êtes en train d'accumuler? C'est une bonne question. Ça, répondez sur les commentaires. Cette question-là veut dit que quoi? Si intérieurement, vous savez que les informations dont vous avez à votre disposition ne sont pas claires, ne sont pas profitables, ou bien ne vous seront pas profitables, mais la première personne qui va subir, c'est vous. En fait, c'est comme si vous faites du mal ou bien vous tapez quelque chose et puis vous pensez que l'autre va subir les douleurs. En fait. Donc, est-ce que vous allez augmenter votre stock? Si la question est non, il faudrait commencer à être à la quête de l'information pour que, quand vous êtes sur un actif, vous pouvez être confiant. Vous savez que non, cet actif, avec cet actif, je pourrais faire telle performance ou bien cet actif a telle potentialité de me permettre de faire tel pourcentage et avec cela, je pourrais développer mes projets dans le physique. C'est hyper important parce que le marché aujourd'hui, comme il l'a dit, on est sur la phase d'accumulation. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, il faut être un bon trader pour faire des gains journalières et se montant chaque jour. Mais hormis ça, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, on est sur la phase d'accumulation. Il faut accumuler beaucoup de crypto. Et ce qui est intéressant, il faut accumuler sur tous les niveaux, que ce soit les sitcoins, les altcoins, les bitcoins, etc. C'est hyper important. Moi, je vais ajouter ce point en disant qu'il faudrait que chacun puisse connaître son adversion au risque. Si aujourd'hui vous avez $10 000, vous voulez l'injecter sur un shitcoin, est-ce que vous êtes aussi capable de perdre $10 000? Mais au cas où ça marche, vous en sortez avec, je ne sais pas, 10 millions ou 20 millions de dollars, tout est possible. Tout est complètement possible. Mais le but, c'est de mieux comprendre, de bien connaître son adversion au risque, savoir, bon, si aujourd'hui je perds, par exemple, au cours d'une journée, $2000, comment est-ce que je vais me comporter? Est-ce que je vais commencer par insulter tout le monde? Ou bien je vais abandonner le marché? Je vais abandonner le marché. C'est quoi? Je l'ai dit, hein, moi aujourd'hui,
J'ai un objectif, hein, je le dis même hier, j'ai un objectif de mettre 50 000, 60 000 dollars sur Bitcoin. Je suis à 30 et quelques mille, donc j'avais déjà retiré. Mais j'ai un objectif de mettre plus de 50 000 dollars sur Bitcoin et l'oublier là-bas. Fois 2, tu as 100 000 dollars. Fois 3, tu as 750 000 dollars. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Bitcoin, c'est une crypto qu'il ne faut jamais négliger. Mais maintenant, les sitcoins, les altcoins, il faut aussi mettre un peu parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle crypto qui va exploser. Voilà, sur ça, certes, aujourd'hui, on ne sait pas réellement quels sont les articles qui vont exploser. Mais en fonction des différentes stratégies que moi, personnellement, et certaines de personnes, on a eu à développer, à chaque phase des différents marchés boursiers, il y a certains secteurs d'activité de certains projets qui explosent. Donc, quand vous êtes un investisseur, vous êtes un trader, vous êtes un passionné, ou encore plus, vous êtes un crypto-lover et que vous êtes intéressé au marché de l'investissement, posez-vous la question, quels sont les secteurs qui sont en train d'exploser? Quels sont les secteurs actuellement sur ce marché financier qui ont de très fortes demandes? Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que quoi? Disclaimer. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais les projets cryptographiques qui vont plus développer, ou bien qui vont vouloir apporter une innovation au secteur de l'intelligence artificielle vont beaucoup exploser. Énormément. Je pense que le mois qui suit, comme si là, on ne s'est pas entendu, mais pour ceux qui suivent la scène, il n'y a même pas 15 jours, je vous ai fait une vidéo sur 8 cryptographiques adossées sur l'intelligence artificielle, que je vous avais dit qu'il y a une forte puissance. Les cryptos qui vont exploser pour la prochaine bull run, il y a une forte puissance que vous allez entendre beaucoup de cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Et je vous avais dit qu'on va vous parler de 2 à 3 crypto-monnaies, 4 crypto-monnaies à acheter pour ceux qui veulent. Ce n'est pas obligatoirement ou bien un conseil, non. Mais sur ces cryptos, moi je vais vous donner 2 à 3 qui sont sur l'intelligence artificielle. Alors, parmi cela, il y a l'intelligence artificielle, qui est un secteur assez intéressant. Parmi cela, nous parlons aussi en 2021 avec Meta. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. 2021-2022 avec Meta. C'est-à-dire quoi? Tous les crypto-monnaies qui sont en relation avec Meta. Et sur ce, moi-même, j'adore toujours ma crypto-monnaie préférée qui est Mana. Voilà. Les crypto-monnaies La décentralisée. voilà. Donc, hormis par exemple Meta, nous avons sur le gaming. Hormis ça, je ne peux pas. Sur le gaming, je ne te coupe pas, mais sur le gaming, j'aime les NFT. Tous les NFT qui sont sur le gaming, j'adore. Alors, comme tu as dit, hein, moi, tous les cryptos qui sont en relation avec le gaming, moi, je préfère les NFT. Et surtout les NFT, je préfère vraiment CryptoPunk, que vous pouvez acheter aussi sur OpenSea, la plateforme que tu m'as parlé même hier. OpenSea, c'est une plateforme qui te permet de... La même chose qu'on fait sur CoinMarketCap, on peut le faire avec OpenSea, sur tout ce qui tourne autour des NFT. Donc c'est hyper important, comme tu l'as dit, de comprendre les différents secteurs, les différents marchés que tu penses que dans les jours et dans les mois à venir, ce sont les crypto-monnaies qui vont exploser. Donc le marché du trading, c'est très vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui entrent sur le marché là sans connaissance. Pourquoi? Bon, pourquoi moi je pourrais dire que ce serait la publicité de gagner rapidement de l'argent. Certes, la majeure partie, moi-même personnellement, je vois. Quand je suis sur le marché, rapidement, je voulais gagner de l'argent. Rapidement. Mais tu sais, il y a une question, une fois, un démontier m'a posé cette question en disant, bon, Jean, je dis oui. Il m'a dit, tu es dans la pauvreté, ça fait déjà combien de temps? Combien de temps tu es dans la pauvreté? Depuis combien de temps tu es dans la pauvreté? J'ai donné la date. Je dis non. Ça fait plus de 15 ans. Il dit d'accord. Et tu veux gagner rapidement de la c'est-à-dire, moi je voulais, quand je suis sur le marché, moi je voulais même en 1 mois faire $1 million. Et il me dit non, ce sont des processus en fait. Qui te vaut un temps. Je vais me donner par exemple 2 jours, 3 jours. Je vais travailler sur tout pour pouvoir réellement gagner de l'argent avec ce. Mais la majeure partie des personnes qui vont sur le marché sans avoir c'est quoi? Effectivement, quand on est sur le marché, certes, on a la publicité face à l'argent. Mais il faudrait aussi commencer par comprendre que c'est un marché aussi qui est aussi compliqué, comme la publicité.
côté apprendre. Apprendre obligatoirement ou comprendre. Une fois que vous comprenez, vous savez comment ça fonctionne. Comme dans tout secteur d'activité. Là, je dis souvent à mes gars, tu n'as pas besoin forcément d'avoir capital pour s'en sortir. Capital financier, bien sûr, mais tu as besoin vraiment de capital connaissance intellectuelle sur le marché pour s'en sortir. Donc c'est hyper important. Avant de sortir sur le trading, si vous donnez 2 cryptos, vous allez donner quel 2 cryptos? Bon, toi, mais tu sais que d'habitude. On n'aime pas ça, mais essayons. 2 cryptos. Moi, d'habitude, je sais pas. Bon. Comme il le demande, je vais donner des cryptos qui sont tout du moins stables, on est d'accord, pour que chacun, en fonction de son exposition au risque, puisse. Voilà, et aussi j'ai dit un coup d'œil. Je pense que j'avais proposé certains cryptos qui sont assez intéressants sur ma chaîne YouTube Éducation Plus. Donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil pour pouvoir récupérer les 5 cryptos assez intéressants là-dedans. Mais bon, pour aujourd'hui, je vais vous dire d'accumuler Dodo, parce qu'elle a actuellement plus de 17 hedge funds dessus. Elle a plus de 17 hedge funds dessus. Et il y a plus de 17 grosses portefeuilles qui a pour Dodo. Hormis Dodo, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur Atom. Ouais, Atom, c'est une crypto-monnaie que beaucoup de personnes parlent. Et aussi faire ce que vous voulez. Ceci, disclaimer, n'est pas les conseils d'investissement. Mais pour des personnes qui veulent plus comprendre comment ça fonctionne et quels sont les actifs que je vais vous recommander avant le début des différents marchés boursiers pour pouvoir faire des rentabilités intéressantes, vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur la chaîne Éducation Plus. Là, les deux, c'est super bien. Tu as dit Dodo et Atom. Donc, dans ce premier réseau, moi, je vais vous dire ne négligez pas Océan Protocole. Océan Protocole, je te coupe pas, mais j'ai eu à faire pas mal d'oseille aussi avec. Je me rappelle. Mais ça, c'était une stratégie, au fait. La stratégie que j'appliquais, c'est que quoi? J'achète toujours ce que les grands portefeuilles achètent. Et cette stratégie, elle est infaillible. Ouais. Je paye ce que les grosses portefeuilles, c'est-à-dire les hedge funds, achètent. Et ça, c'est une stratégie que j'ai développée dans l'une de mes formations. Et cette stratégie uniquement, c'est comme quelqu'un qui achète un actif avec 20 millions de dollars. Toi, tu le payes avec 10 000 dollars. Bon, tu vois un rapport force, tu vois ce qui se passe. Donc, avant de mettre 20 millions de dollars dans cet actif, c'est qu'il a certaines informations que tu n'as pas. Et pour ça, pour pouvoir comprendre cette stratégie, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Et la stratégie là, le trading, c'est des stratégies et des techniques. Donc là, vous avez 3 crypto-monnaies, vous avez Dodo, vous avez Atom, Océan Protocole. Donc, dites sur les commentaires si vous voulez d'autres crypto-monnaies, on va continuer un peu. Et pour cela, pour terminer en disant que, avec la stratégie qui va vous permettre de pouvoir fouiller le portefeuille des gros hedge funds, comme l'appelons, des Binance Glass Portfolio, des Bitcoin Glass Portfolio et tout ce qui va avec les grosses portefeuilles qui accumulent les différents actifs qui ont le monopole du Bitcoin, je vais faire une offre spéciale pour tous les abonnés de Entreprendre Autrement qui vont venir dire j'ai besoin de la stratégie pour fouiller le portefeuille des hedge funds. Et cela, je pense que je vais les faire moins de 5% sur les frais de cette formation. Super. Mettez sur les commentaires que vous voulez avoir cette stratégie. On ne sait pas. Qui sait, ça peut être quelque chose qui va peut-être contribuer à votre évolution dans le domaine du trading. Donc, vous savez que sur le trading, il y a toujours beaucoup de choses à partager, à dire. Aujourd'hui, moi, je trade avec Binance. Donc, si vous n'avez pas de compte Binance, c'est pas normal. Allez sur la barre de description, il y a le lien qui pourra vous permettre de créer votre compte Binance. Et là, peut-être après vos premiers achats ou transactions, Binance va vous envoyer des cadeaux, des bonus et ça pourra être intéressant. Donc, au champion, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de partager avec la communauté. Je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses. On va parler de 2 ou 3 livres. Dis-moi, quels sont les 2 ou 3 livres qui vous ont marqué, qui sont plus marqués dans l'entrepreneuriat que tu es dans le monde? Alors, les 2 ou les 3 livres qui m'ont le plus marqué, je vais parler ici de Tony Robbins, où il parle de l'art de la maîtrise de l'argent. Ouais, l'art de la maîtrise de l'argent. Et c'est principe. Oui, c'est principe parce que c'est très important. Et puis, ce n'est pas uniquement de gagner de l'argent, mais savoir aussi comment utiliser son argent.
décisive avec un vraiment très important. Donc, hormis cela aussi, l'art de la guerre de Sun Tzu. Ça, c'est la norme. C'est la classique. C'est la classe, voilà. C'est la classique. Et aussi, comme on est dans l'écosystème de la crypto-monnaie, je vais recommander aussi La blockchain pour les nuls, qui est un très bon livre qui vous apprend en fait au maximum toutes les informations de base pour comprendre l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc déjà, ces 3 livres, je pense que pour les personnes qui ont suivi cette vidéo, allez aussi jeter un coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Je sais que vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes vraiment très remarqués. Et je compte sur vous pour pouvoir jeter un coup d'œil sur ces livres-là et bénéficier des... Je confirme à 100% l'art de la guerre de Sun Tzu et l'art de maîtriser l'argent de moi, je vais donner juste 3 livres. Moi, je suis fan de Kiyosaki. Donc, son livre, Le cadran des Kassoulou, ça c'est Kiyosaki. Mais je ne parle pas. Ça c'est super bien, mais je vous parle du cadran. Le cadran du Kassoulou. Les gens parlent de Péris des pauvres. Tout ça c'est bien. Mais moi, je vous parlerai du cadran. Le cadran du Kassoulou de Kiyosaki. C'est un livre qui m'a vraiment marqué, qui a changé beaucoup de choses sur ma perception de voir le business d'une manière générale, les différentes façons de gagner de l'argent, l'importance de créer un système. C'est-à-dire que vraiment le livre de Kiyosaki, le cadran, a bouleversé, changé, transformé beaucoup de choses. Deuxième livre, c'est ça. MJ de Marco. J'adore Robert Kiyosaki, mais pour être honnête, je pense que même le livre de MJ est meilleur que les livres de Kiyosaki. L'autoroute du millionnaire. Il n'y a pas un meilleur livre dans le domaine de l'éducation financière. Donc c'est hyper intéressant. Il y a l'autoroute du millionnaire, le cadran des Kassoulou. Je vais rajouter juste un livre ou bien d'autres. Je vais vous dire, peut-être, je vais bien aimer parler de l'art de la guerre, mais comme il a parlé de l'art de la guerre, je vais parler de la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est un très bon livre qui nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses. Bon, mais tout ça, je vais vous conseiller un livre parce qu'il est important quand vous êtes dans l'entrepreneuriat de comprendre comment le monde fonctionne. Comment créer l'argent, tout ça, voilà. Sur ce, je vais vous conseiller de lire Le Prince de Machiavel. Le Prince de Machiavel m'a appris que si toi tu comptes sur l'État, parce que tu es bête, parce que le rôle de l'État, c'est d'appauvrir les gens. Donc si tu es pauvre et tu comptes sur l'État, tu n'as rien compris. L'État, son rôle, c'est d'appauvrir la majorité. Ça, lorsque j'ai compris beaucoup de choses avec Machiavel, je me suis dit que le gars, même si tu es ennemi du gars, ce n'est pas... Tu le prends, parce que chaque chose, il y a du bon et du mauvais sens de la chose. Quand tu regardes maintenant la chose, du mauvais sens de la chose, du mauvais côté de la chose, tu ne vois pas une mauvaise chose de la... Voilà. Mais quand tu regardes du bon côté de la chose, tu vois des bonnes choses. Et moi, j'adore le livre de Machiavel. C'est de la même manière que j'adore Éric Zemmour. Ce livre-là, je l'avais lu, je pense, en 2022. Et moi, qu'est-ce que je me suis promis? Je me suis juste promis que, étant congolais, je vais travailler à ce que je puisse avoir les moyens de pouvoir dire à mon habitant, ok, si vous avez besoin de telle chose, vous pourrez aussi vous le faire. Hormis par exemple les différentes conquêtes que vous êtes en train de faire, les grands travaux que vous êtes en train d'abattre chaque jour, je pourrais aussi dire, ok, j'aimerais construire des hôpitaux de référence, telle chose. Donc c'est ce que moi je me suis donné comme politique, parce que j'ai compris que l'État est vraiment là. Le grand défi à relever. Et moi je dois être encore un poids pour l'État, pour que l'État puisse me trouver du travail, non. Qu'est-ce que moi je fais à le terme? Qu'est-ce que je peux faire à mon pays? C'est la bonne question étant jeune pour se poser. Toi, dis-nous sur les commentaires, quelle est la question que tu te poses toi-même? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour l'État? Ou bien tu penses que c'est l'État qui doit faire tout pour toi? Donc c'était un grand plaisir, hein? C'est pas une vidéo comme d'habitude, mais c'était juste une discussion entre amis, venir partager un peu notre savoir-faire, notre façon de voir les choses. Prochainement, on va parler de nos différents pays, de nos différents quartiers dans notre pays. Ouais, donc bien sûr, on va parler du Sénégal, tu sais, parler du Togo, du Burkina, de mon pays. Tu sais, moi, les Sénégalais vont me pardonner, mais moi je suis ivoirien. Moi je suis ivoirien, ça c'est sûr. Les Ivoiriens le savent très bien. J'ai ma maison de nationalité. Et puis, j'ai ma maison à Angrès, 8e trans, mais jamais. C'est-à-dire que ma maison à Angrès, même si je ne suis pas là, ça fonctionne. Parce que j'ai compris ça. Quand tu viens dans un pays, tu sais, on était à la fin,
Mais je te dis, le business comprend comment l'argent fonctionne, c'est hyper important. Exactement. Moi, chaque année, je fais 2 à 3 reprises à Abidjan, souvent même 4 reprises à Abidjan. J'adore Abidjan. Quand je viens, je fais souvent 1 mois ou plus. Je ne peux plus être dans les hôtels. Parce que moi, la vie que je veux vivre à Abidjan, il faut que je suis dans ma maison. C'est-à-dire être dans les appartements meublés et tout ça. Je suis tranquille, je mange mon attiéké, j'amène, je sors à Placali, je sors amener Garba, venir manger, la femme de ménage vient chercher. Et je me suis rendu compte, quand je prends un appartement meublé, je paye 25-30 000. Si je fais 1 mois, je suis presque à 1 million. Si je fais 2 mois, je suis presque à 2 millions. Et je me suis rendu compte que je peux avoir un bon studio à 60 000, 75 000, chambre, salon, comme ça, simple. Quand tu prends ça, salon à 60 000, toute l'année, même si tu payes, tu n'es pas là, tu ne payes pas 1 million. Exactement. Les ventes calculent. Toute l'année, tu ne payes pas 1 million. Exactement. Il y a voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps que je ne serai pas à Abidjan, je peux dire à mes gars, voilà, vous pouvez vous occuper de la maison, vous gérez en tout cas. J'ai mon entreprise, il y a mes gars qui travaillent, je leur dis, ok, vous pouvez vous donner ici, jusqu'à la fin du mois, vous payez. Si vous avez un problème, vous me dites, moi je complète. Donc, ok, d'accord, je prends, tu sais, Abidjan, ils sont libres. Même tu as ta famille, tu peux sortir, allez, voilà, je dors chez moi là-bas. Donc, quand je dois venir, je t'appelle, je dis que non, je viens le mois prochain. Les gens préparent le studio et tout ça. Quand je viens, je n'ai plus besoin d'aller louer ou de faire comme ça, parce qu'Abidjan, c'est chez moi. C'est comme ça que je dis, pour vous dire que moi, je ne suis pas, j'ai rien au Sénégal, mais j'ai un petit truc à Abidjan. En tout cas, les différents quartiers de l'Afrique, que ce soit Ouaga, Sénégal, voilà, que ce soit Ouaga, Dakar, Pretoria, que ce soit Miami, bon, en tout cas, les différents quartiers, moi je me sens toujours chez moi. Chez moi, parce que je me suis juste enlevé la barrière là d'être, voilà, togolais. Non, ok. Je suis africain, je ne suis pas togolais, c'est pas des cas. Donc c'est comme si par exemple je suis là ici à Dakar, je me sens très bien aussi chez moi. Je suis à, comme la maison à Abidjan, je me sens très bien chez moi. Donc c'est de cette façon en fait que je pense qu'on pourra réouvrir la face de l'Afrique. Parce que si tu peux te sentir n'importe où. Je te dis pourquoi tu as compris ça, parce que tu as compris la création de l'argent. L'argent, on ne travaille pour l'avoir, on le crée. Et ça, il y a plusieurs manières de le créer. Même créer ses relations, c'est de créer l'argent. Si tu devais partir à Abidjan, tu ne connais personne, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, moi, quand j'arrive à Abidjan, il y a une voiture qui vient me chercher à l'aéroport. Donc, tous ces dépenses sont déjà sorties. Je salue tout, Madame Kofi, M. Kona, hein? Mes tontons, mes mamans qui sont tellement sympas, bien organisés, tous nos événements. Quand j'arrive à Abidjan, ils viennent me chercher à l'aéroport. Hein? Mon grand frère Eric, si tu le vidéo, hein? Il vient à l'aéroport me chercher. Non, c'est que tu arrives à quelle heure? 16h. Donc, il vient me chercher à l'aéroport, on arrive déjà à la maison. Donc, tout ça, c'est une manière de créer l'argent. Donc, je pense que pour cette vidéo, on va parler de la création de l'argent à partir de rien. Création de l'argent à partir de rien. Création de plusieurs sources de revenus à partir d'une seule source de revenus. Parce que vous savez, non, quand tu comprends pas, tu comprends pas. Mais quand tu comprends, ça te fait rire ce que tu avais pas compris. C'est comme on dit souvent à Abidjan, apprenez pas à demander. Non, c'est ça. Parce que si tu es en train de dire que tu vas tout faire, voilà, parce que tu es fort, mon frère, tu vas dire l'heure, hein. Tu vas dire l'heure, ça c'est très bien, c'est notre grand père et notre... Donc, fixe-moi. Tu vas couper cette phrase. On dit quoi? Tu vas lire ou bien tu vas lire? Tu vas lire l'heure, c'est Ado qui dit ça. Tu vas lire. Il dit que voilà, mon frère, mon père, si je suis à Abidjan, et vous ne travaillez pas, et vous demandez à Ado de vous donner un travail, ah, vous avez dit l'heure. Et pour taquiner les Bagbo qui disaient que voilà, on va revenir à Abidjan et on va vraiment se battre pour vraiment reprendre le pouvoir. En France, et on dit que vous venez ici à Abidjan, il va dire l'heure, mon frère. Comme l'a dit le président Ado, si tu ne travailles pas, et puis tu comptes sur ta force, ou bien tu comptes sur l'État pour te donner un emploi, ou bien tout ce que tu veux, le confort que tu veux, la vie que tu veux, la vie de rêve que tu veux, tu vas annuler, c'est fini quoi, tu vois. Parce que le gars il est moi j'aime souvent, tu sais, les gens qui ne connaissent pas Abidjan,
qui voit Ado comme ça à la télé en tant que panafricaniste, il dit tout et n'importe quoi sur lui. Mais quand tu arrives à Abidjan, tu le respectes. C'est-à-dire que comment il a rebâti le pays, c'est-à-dire qu'en matière d'infrastructure, en matière de tout, les gens l'adorent. À Abidjan, ils sont juste créés quelque chose qui n'est pas bien entre les Tchoula et les Baoulés. C'est-à-dire que cet ethnicisme, les Baoulés, même s'ils n'aiment pas, j'ai beaucoup d'amis Baoulés, hein, mais je sais que les Baoulés, voilà, ils ne pourront pas supporter Ado. Les Tchoula, comme ils sont nombreux, ils ont supporté Ado. Mais quoi qu'on puisse dire, le gars, il a travaillé. Mais par contre, en matière de panafricaniste, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'accord avec lui. Parce que récemment, il était parti à comment il s'appelle, Nigeria, pour dire Abidjan est prêt à donner beaucoup de fonds à nos militaires pour aller attaquer Niger. Nous, on va amener notre ami au pouvoir. Son ami, c'est lui là. Bazoum. Nous, on va tout faire. La Côte d'Ivoire est prêt à envoyer ses troupeaux. Même le financement là, nous on est prêt à financer. Tu sais, les gens ils se sont moqués de lui sur internet. Quand je vois ça, je dis, non, il ne faut pas faire ça mon président. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu sais, même nous, bon, on ne le dit pas, mais nous, notre président, c'est la première, c'est le secrétaire, le ministère des Affaires étrangères, qui est l'une des, voilà, qui est la première personne qui a fait une déclaration pour dire que le Sénégal est prêt à envoyer ses troupeaux. Je pense que ça aussi, ça mérite une émission. Pourquoi certains présidents veulent créer une animosité, comment on dit? Les présidents veulent créer une animosité, en tout cas, entre les peuples. Est-ce qu'on peut couper cette partie? Ah, cette vidéo, on va couper beaucoup de choses. Hein? En tout cas, si tu vois, c'est pas uniquement la Côte d'Ivoire. Nous aussi, notre président au Sénégal, c'est la première, bon, ministre des Affaires étrangères, elle a fait une déclaration pour dire que le Sénégal aussi est prêt à envoyer ses troupeaux et tout ça. Donc, je ne sais pas pourquoi les présidents ou les autorités veulent aussi créer une animosité entre les peuples. Quand vous écoutez ça, les gens disent Sénégal, mais le peuple sénégalais n'a rien fait. Ils ne sont même pas soutenus. Tout le peuple dit qu'on est voilà, de tout cœur avec misère. Mais ces genres de discours, mais je pense que le peuple africain a compris ces genres de choses-là. Ouais. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir voilà, de partager avec vous jusqu'à maintenant. Le plaisir est partagé. Donc, au mot de la fête, on se donne rendez-vous peut-être demain ou après demain. On est là, comme tu es à Dakar, on sera là pour discuter avec la communauté. Peut-être samedi, pourquoi pas, on fait live. Et dites-nous sous les commentaires si vous voulez qu'on fasse un live samedi. On peut faire live, vous pouvez participer en direct sur le live. On pourra discuter sur beaucoup de choses de tout et de rien. Voilà, ce sera avec un grand plaisir. Donc, le mot de la fin, c'est vous croyez ou vous ne le croyez pas. De toute façon, vous avez raison. Si vous croyez que vous pouvez commencer par gagner $1000 par mois, $2000 par mois, juste avec votre téléphone, vous avez raison. Et si vous ne le croyez pas aussi, vous avez raison, parce que vous n'allez jamais le faire. Donc, sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Éducation Plus, ça fait réellement plaisir. Et voilà, Dakar, on est là, en mode relax. Relax. Mais putain, les gens qui pays en pays pour dire qu'on est en vacances comme ça, c'est bizarre. Hein? Moi, je vais prendre ma vacances quand? Mais actuellement, moi, je ne peux pas prendre vacances parce que là, j'ai déjà. La tournée vient de démarrer, on est au Sénégal pour le 9 septembre, Mali le 7 octobre, 4 novembre Burkina, Togo. Moi, je vais prendre peut-être je vais partir en vacances vers mars. Mais moi-même, Abidjan, c'est vacances pour moi. J'adore mon pays là. Abidjan, c'est vacances pour moi. Moi, les bonbons se fait dans le sud. Je vais travailler jusqu'à ce que maximum à 25 ans, pour ne pas dire 30 ans. Je vais travailler jusqu'à ce que maximum à 30 ans, je puisse être à la retraite. Donc, ce qui fait que non, moi en tout cas, je disais toujours qu'au bout de 40 ans, je ne veux plus travailler. Je veux faire. À 40 ans, il n'y a que deux choses que je veux faire dans ma vie. Lorsque j'aurai 40 ans, c'est d'écrire des livres et d'animer des conférences. Être dans une maison à mes deux pieds, comment ça s'appelle, dans mon piscine là, en train de lire des livres et écrire des livres. C'est ça mon objectif. 40 ans, continuer à travailler, non, je n'aime pas, je ne veux pas. Au bout de 40 ans, je vais prendre ma retraite. Mais comment, moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un que tu vas travailler jusqu'à, tu vas faire par exemple
de service et qu'on va te donner une retraite à 60 ou bien à 60 ans. Je ne sais pas comment en fait on nous a convaincus. Mais 65 ans même, quelle retraite que tu vas Parce faire? que déjà, Tu vas aller apprendre de la mort. tu es mort. Quelle vie que tu vas vivre? Comme pendant même tout ça, dans un livre, le gars disait en fait, quand on vous dit que vous êtes à la retraite, ça ne veut pas dire que vous êtes à la retraite, c'est juste un mot pour vous dire qu'on n'a plus besoin de vous. Tu es déjà vieux, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent travailler au même poste. Donc on a besoin de jeunes, on n'a plus besoin de toi. Sur ce, en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous, on vous souhaite de passer une excellente journée ou voilà, soirée, je ne sais pas. Et libre à vous de prendre une bonne ou une mauvaise décision. Quoi qu'il arrive, vous allez prendre une décision. Vous avez raison. Est-ce que ça va être une bonne ou mauvaise? Ça dépend de vous. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.